Aujourd'hui, dans À l'affiche, Salman Rushdie. Il y a plus de 35 ans, l'écrivain d'origine indienne publiait les versets sataniques, provoquant une vague de protestations dans le monde musulman. Une fatwa prononcée par le régime iranien, appelant à son assassinat, a marqué le début de décennies de menaces. En 2022, une attaque au couteau a failli lui coûter la vie. Mais près de 20 livres plus tard, Salman Rushdie continue d'écrire, de prendre la parole en public et de défendre la liberté d'expression. France 24 a pu le rencontrer au Festival Babel dans la ville de Porto. Salman Rushdie, bonjour. Bonjour. 4 ans après l'attaque dont vous avez été victime à New York, comment allez-vous ? Je vais plutôt bien, merci. J'ai écrit 2 livres depuis, donc ça va. Vous êtes ici à Porto pour un festival littéraire autour de la liberté d'expression. C'est au cours d'une apparition en public que vous avez été attaqué. Et pourtant, vous refusez de vous retirer de la vie publique. Pourquoi ? C'est mon travail, vous savez. Et c'est très agréable pour les écrivains de rencontrer leurs lecteurs, parce qu'on passe beaucoup de temps à écrire seul. Donc de temps en temps, c'est bien de sortir de chez soi. Nous prenons des précautions maintenant. Donc je pense être en sécurité. Pouvez-vous nous dire ce qui vous traverse l'esprit avant de monter sur scène ? Rien de spécial, j'y suis tellement habitué et je suis simplement heureux d'être avec des gens intéressés par mon travail. Vous avez participé à des centaines d'événements littéraires, donné des milliers d'interviews. On vous pose souvent les mêmes questions sur la fatwa, sur ce que vous avez vécu. Ça ne vous dérange pas ou ça vous ennuie ? Oui, ça m'ennuie. Y a-t-il des questions que vous aimeriez qu'on vous pose davantage ? Non, je veux simplement parler de mon travail. 1989 remonte à très longtemps. Bien sûr que je m'en souviens, mais pas comme si c'était hier. Je m'intéresse davantage à ce qui s'est passé hier. Quand j'ai écrit les versets sataniques, c'était mon 4e roman publié, mon 5e livre. La 11e heure est mon 23e. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé entre le 5e et le 23e. Mais vous êtes conscient que dans le monde entier, beaucoup de gens vous voient comme une légende, un survivant. Peut-être oui, mais je ne me sens pas légendaire. Je me sens simplement comme quelqu'un qui essaie de faire de son mieux. Et j'espère que cela ramène les gens au livre. Pour ceux qui n'ont pas lu les versets sataniques, que voudriez-vous leur dire ? Les gens s'en sont fait plein d'idées, mais la plupart ne l'ont jamais lu. En réalité, c'est surtout un roman sur Londres dans les années 80, principalement à travers le regard de la communauté sud-asiatique. Les personnages principaux sont indiens et pakistanais. Je le considère comme mon roman londonien. Il contient quelques passages sous forme de rêves. Et l'un d'eux a suscité des réactions, mais la plupart de ceux qui ont protesté ne l'avaient pas lu. C'est une histoire étrange. Il a été condamné surtout par des gens qui ne l'ont jamais ouvert. Cela arrive souvent aux livres interdits ou attaqués. Des gens ont qualifié Ulysse de James Joyce de pornographique sans l'avoir lu. D'autres ont pensé que Lolita de Nabokov faisait l'apologie de la pédophilie sans comprendre qu'il s'agit d'un livre profondément moral. Parfois, c'est plus simple de ne pas lire un livre pour mieux l'attaquer. C'est aussi ce qui m'est arrivé. Mais heureusement, ce livre a survécu et compte de très nombreux lecteurs qui comprennent qu'il est en réalité très différent de celui présenté dans les médias. Le livre, Les versets sataniques, a été publié il y a presque 40 ans. Pourtant, l'homme qui vous a attaqué en 2022 est né bien après la fatwa prononcée contre vous. Qu'est-ce que cela dit, selon vous ? Cela montre que certaines personnes sont très influençables. Lui-même a reconnu qu'il n'avait rien lu de moi. Cela n'avait donc rien à voir avec le texte, mais avec des gens qui ont empoisonné son esprit. Il existe des personnes faciles à manipuler et à orienter vers des directions dangereuses. Malheureusement, j'en ai croisé une sur mon chemin. Vous est-il arrivé de regretter d'avoir écrit ce livre ? Non, j'en suis très fier. Le fait qu'il soit encore largement lu, traduit dans une 50aine de langues, est une forme de victoire. Aviez-vous envisagé ces risques en l'écrivant ? Non, pour être libre en tant qu'écrivain, il faut partir du principe que l'on est libre. Si vous vous demandez sans cesse si vous avez le droit d'écrire quelque chose, alors vous n'êtes pas libre.
Vous semblez très apaisé, sans amertume. Comment l'expliquez-vous? On peut dire que je suis plus résistant que je ne le pensais. Et puis, cela fait longtemps maintenant, presque 4 ans depuis l'attaque. C'était traumatisant. J'ai suivi une thérapie, traversé tout le processus du stress post-traumatique. Mais aujourd'hui, ça va. Et j'ai toujours eu tendance à regarder vers l'avenir plutôt que vers le passé. Vous avez écrit le livre Couteau pour affronter ce qui vous est arrivé. La 11e heure est votre premier livre de fiction depuis. Comment était-ce de revenir à l'imaginaire? C'était une joie totale. Après l'attaque, je ne pouvais pas penser à la fiction. Tant que je n'avais pas écrit mes mémoires, c'était impossible. Mais dès que je les ai terminés, c'est comme si une petite porte s'était ouverte dans mon esprit et que les histoires recommençaient à affluer. Le livre parle de mort et de fantômes. Survivre a-t-il changé votre rapport à la vie, à la mort et à vous-même? Il y a aussi le fait que je vieillis. J'ai presque 79 ans. À cet âge, la fin devient une pensée plus présente. Je voulais écrire sur cela. Comment les gens affrontent le dernier acte de la vie, avec sérénité, colère ou un mélange des deux. Mais je ne voulais pas d'un livre triste. Je voulais quelque chose de presque ludique. Et je pense que les histoires sont assez drôles. C'est aussi mon premier récit de fantôme sur un vieil homme qui meurt dès la première phrase. Ça m'a surpris moi-même. Dans les versets sataniques, une vieille dame dit qu'un fantôme, c'est une affaire inachevée. Et ce livre parle de cela, d'un homme à qui on a fait du tort et qui, avant de trouver le repos, a besoin de justice. Comment abordez-vous ce dernier acte? Je prépare mon 100e anniversaire, qui devrait être une fête dansante. Je vais de l'avant. Je suis en assez bonne santé et j'ai encore des histoires à raconter. Votre nouveau livre traverse l'Inde, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Où vous sentez-vous chez vous aujourd'hui? Je me sens chez moi différemment dans chacun de ces 3 pays. En Inde, c'est là où je suis né et où j'ai grandi. Donc je me sens à la maison plus que nulle part ailleurs. C'est le lieu de l'enfance. J'ai vécu plus longtemps en Angleterre, où se trouve ma famille et mes amis proches. Et cela fait plus de 26 ans que je vis à New York. Donc c'est là que je pose mes valises. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens vivent loin de leur point de départ. L'idée de chez soi devient multiple plutôt que unique. Parfois, j'envie les auteurs qui sont profondément enracinés dans un lieu unique. William Faulkner, par exemple, qui a passé toute sa vie à faire de la grande littérature depuis une toute petite partie du monde. Et ça, ce n'est pas mon cas. Pensez-vous rester à New York? Oui, je n'ai pas l'intention de partir. Vous êtes citoyen américain. Près de 23 000 livres ont été interdits dans des écoles et bibliothèques. Comment voyez-vous la démocratie américaine? Elle subit une attaque bien plus grave que tout ce que j'ai connu. L'interdiction de livres est terrible. D'autant plus que beaucoup sont des chefs-d'œuvre. Beloved de Toni Morrison, Les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Les retirer des bibliothèques est effrayant. Mais il y a aussi une résistance forte, avec de nombreux recours en justice, souvent gagnés, car le premier amendement reste solide. Il est absurde qu'un seul parent puisse faire retirer un livre. L'une des nouvelles les plus fortes du livre, intitulée Le vieil homme de la piazza, imagine un monde dans lequel le langage serait menacé.
Les écrivains ont souvent été censurés, à Cuba, en Russie, en Chine. Écrire a toujours été un acte risqué. Selon votre expérience, quelle est votre plus grande peur? La censure? C'est plus large que la censure. Il y a un fossé entre les gens qui ne pensent pas la même chose. Et ce fossé s'élargit de plus en plus. Ce fossé rend la communication difficile, même entre personnes parlant la même langue. Si nous perdons la capacité de dialoguer, c'est très dangereux pour une société. Et cela se produit non seulement aux États-Unis, mais aussi dans de nombreux pays qui me sont chers. Vous avez mentionné 3 pays sur lesquels j'ai écrit, et je pense que ce dont on vient de parler s'y passe aussi. Revenons sur votre carrière. Du livre « Des enfants de minuit » qui a reçu le Booker Prize, au verset satanique, jusqu'à aujourd'hui, quelle est l'idée centrale au cœur de votre travail? Que ce soit en Orient ou en Occident, je me vois comme un écrivain des grandes villes. Les métropoles rassemblent des réalités, des langues et des cultures diverses, des gens et des langues du monde entier. Cette complexité, cette idée de foule et de diversité est au cœur de mon travail. Quels sont les livres que vous lisez et quels auteurs admirez-vous? En ce moment, le nouveau roman de Kiran Desai, The Loneliness of Sonia and Sunny, un livre de 800 pages, écrit en 15 ans, proche du chef-d'œuvre. Je pense qu'on doit utiliser le mot chef-d'œuvre avec parcimonie, car il n'y en a pas beaucoup. Comme moi, elle a vécu dans de nombreux pays, et ce roman se passe dans plusieurs lieux avec de multiples personnages magnifiquement dépeints, comme un roman classique du 19e siècle. Salman Rushdie, quelle est la suite pour vous? Le prochain livre, qui avance lentement. Je ne suis pas pressé, j'ai le temps. Merci beaucoup. Merci.